Bonjour à tous et bienvenue dans Débunkage, l'émission qui déglingue ta vision de l'histoire. J'espère que tu vas très bien, que tu es confortablement installé parce qu'aujourd'hui on s'attaque à du très très lourd. On s'attaque à ce que je considère, sans déconner, comme étant le pire compte qui parle d'histoire sur TikTok, sur lequel je suis tombé depuis que j'ai commencé à débunker des comptes comme ça. Alors justement, sur mon compte TikTok, vous remarquerez que je suis pas connecté ici parce que elle m'a bloqué. J'avais produit une première vidéo où j'avais démonté ce qu'elle disait par rapport au chat, à Satan, au Moyen-Âge, etc. Et ça a pris 30 secondes et elle m'a bloqué. Alors qu'elle doit se recevoir des centaines de notifications par heure. 30 secondes et elle m'a bloqué. C'était super rapide. J'ai l'habitude de parler de comptes sur TikTok. Voilà, je prends un compte qui parle d'histoire. Franchement, 95% des comptes qui parlent d'histoire sur TikTok racontent n'importe quoi. Il n'y a rien qui va. Du coup, je prends un compte, je prends quelques posts et je débunk. Voilà, je démonte les arguments, j'explique à quel point c'est n'importe quoi. Sauf que elle... c'est encore pire, c'est bien pire que ça, vous allez comprendre très rapidement. Dès qu'on va passer à la première vidéo, on va regarder 3 vidéos. Une vidéo où elle parle des chats au Moyen-Âge, apparemment le chat c'était Satan au Moyen-Âge. Une deuxième vidéo où elle parle des Peaky Blinders, si vous avez regardé la série, si vous êtes fan de la série comme moi. La série, franchement, j'ai dû la regarder 3-4 fois sans déconner, c'est une très très bonne série, je vous la conseille. Et la troisième vidéo, ça va parler de sorcellerie, de chasse aux sorcières, de Moyen-Âge. Et on aura le temps de voir d'autres vidéos qu'elle a publiées pour appuyer mon propos. Je pense pas qu'elle le fasse exprès, mais elle vous manipule. C'est-à-dire qu'elle fait passer des messages politiques à travers ses vidéos. Il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucun problème. On a tous nos biais. Je pense que même les historiens, même les historiens les plus engagés vont le dire sans aucun problème. Moi, j'ai mes idées politiques, je les fais passer en parlant d'histoire. Il n'y a aucun souci. Tout le monde a ses biais. Même moi, on va y revenir plus tard, mais même moi, je suggère ma vision des choses. J'essaie pas d'imposer, les gens ils pensent ce qu'ils veulent. Sauf que la différence entre les gens qui le font de façon sérieuse, je parle des historiens, et elle, c'est que elle ment. Et elle raconte n'importe quoi. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de faire de façon consciente pour mentir. On peut mentir sans faire exprès. Un mensonge, c'est un petit arrangement avec la vérité. Tu sais que c'est pas 100% la vérité, mais tu le dis quand même pour faire avancer des idées politiques. Ça s'appelle du mensonge. Tu n'es pas obligé c'est pas je dis un truc faux, je mens. Non, tu peux parfaitement mentir sans que ça soit un processus qui soit entièrement conscient. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Vous allez comprendre. Comme je vous l'ai dit, on va parler de ces 3 vidéos, mais avant toute chose, surtout, le compte il est là. Vous pouvez aller regarder ces vidéos. Par contre, surtout, n'allez pas commenter. Je vois souvent des petits malins qui vont dans les zones commentaires des comptes que je débunk, qui disent MDR, t'as été débunké. Non, ne faites pas ça. Ne lui dites rien. Si vous avez des trucs négatifs à lui dire, ne lui dites rien. Voilà. Je dis ça pour me dédouaner parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire. Si vous le faites, je n'approuve pas du tout. Je me dédouane de toute responsabilité. Voilà. J'ai aucune responsabilité là-dedans. Je sais qu'il y a des règles par rapport au harcèlement et tout. Ne faites surtout pas tourner cet épisode en harcèlement, laissez-la tranquille. Voilà, je pense que rien que les 2-3 vidéos que je vais produire sur TikTok à son sujet et cet épisode-là, je pense que c'est suffisant. C'est un compte qui nous parle d'histoire et à première vue, ça a l'air d'être un compte qui dit pas mal de choses. En fait, l'angle d'attaque, ça montre qu'elle a très très bien compris comment fonctionne TikTok. Elle a très bien compris comment produire des vidéos qui suscitent l'engagement, qui suscitent les interactions avec sa communauté. Elle parle de sujets qui suscitent des émotions ou alors elle parle de grands personnages historiques dont la vie vaut d'être racontée. Voilà, sauf que, alors justement, ça va être une des vidéos qu'on va regarder. Moi, j'ai découvert cette créatrice avec une vidéo, je pense que c'est tier list des dinosaures que je bats à la bagarre. Voilà, je me suis explosé de rire en regardant cette vidéo. Elle est très drôle. Franchement, elle est très marrante. Elle comprend comment fonctionne l'algorithme, elle comprend comment susciter l'émotion et franchement, je trouve que c'est très bien. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un mauvais compte en soi. Sauf que quand ça parle d'histoire, c'est le pire que j'ai trouvé et vous allez comprendre pourquoi. Je sais que je tease pas mal, mais c'est juste pour vous dire que cette personne n'est pas mal intentionnée, elle n'est pas foncièrement incompétente. Voilà, elle a clairement des capacités qu'elle utilise. Sinon, elle n'aurait pas atteint 200 000 abonnés. Voilà. J'ai plusieurs problèmes avec ces vidéos. Par exemple, c'est extrêmement amateur.
c'est super amateur comme en tout cas dans les vidéos que j'ai sélectionnées. Et c'est ça le problème, c'est que dans les vidéos que j'ai sélectionnées, c'est un travail qui est super amateur et ça ne peut pas être un travail qui relève de l'inattention. Ce n'est pas possible que ce soit simplement des erreurs. Alors les erreurs, on en fait tous, moi aussi j'en ai fait. J'ai même consacré une vidéo sur mon compte TikTok pour me débunker moi-même, pour faire le bilan des bêtises que j'ai pu raconter depuis que j'ai commencé. Ça arrive, sauf que là, c'est tellement fréquent. En plus, la méthodologie est très claire. En plus, quand on va plus loin, ça révèle que son objectif, ce n'est pas de vous instruire, c'est clairement de faire passer des messages politiques. Et c'est assez concurrent avec l'amateurisme de son travail. Et justement, deuxième raison pour laquelle c'est le pire compte, c'est qu'il n'y a généralement aucune source. Quand tu n'es pas historien, surtout quand tu n'es pas historien et que tu produis des vidéos comme ça, le fait de ne pas mettre de source, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je suis tombé sur un seul compte qui parle d'histoire sur TikTok et qui met ses sources, à part le mien. Je vous dis que c'est pas pour me jeter des roses, hein. Je jette des roses à personne. C'est pour vous dire que quand on n'est pas historien, on ne peut pas affirmer des choses qui viennent de soi. Et quand tu mets pas de source, c'est pas sérieux parce qu'en fait, on dirait que tu inventes. Et là, pour le coup, c'est pas qu'elle invente, c'est qu'elle raconte vraiment n'importe quoi. Troisième problème, comme je vous l'ai dit, elle est militante. Ce qui n'est pas un problème, sauf quand ça mène à déformer des faits politiques, à mentir, à inventer, à faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça qui me gêne profondément avec ce qui est fait. Je pense que ce qui est le plus parlant, c'est de commencer par un exemple. Les gars, je viens de tomber sur un truc. Est-ce que vous saviez à quoi ressemblaient les chats dans les peintures médiévales ? Ils ressemblaient sûrement à des chats. Alors on peut se demander pourquoi, alors qu'on savait très bien qu'ils savaient peindre avec par exemple de superbes scènes de banquet, les chats, qui sont pas super compliqués non plus à dessiner, ressemblaient à ça. Vous savez sans doute, le chat était associé à Satan. Et voilà, c'est là où les problèmes commencent. On va passer une très bonne journée. C'est un animal qui est à la fois domestique et sauvage, et cette nature double est considérée comme fourbe pour les croyances de l'époque. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait fausse. Le fait que le chat ait un caractère qui soit très distingué par rapport à d'autres animaux, ça suscitait des méfiances. Je vais revenir après à ces histoires de satanisme. Je ne sais pas si YouTube va me laisser afficher ça, hein, pour le coup, mais c'est vrai que le chat, au Moyen-Âge, c'est un animal qui est très, très ambigu. Il y a des gens qui s'en méfient, et tu as autant de témoignages qui montrent qu'en fait, les gens adoraient les chats. Et que les chats, c'était méga pratique et tout. C'est pour ça qu'en fait, sa vidéo, c'est du n'importe quoi. Ça montre qu'elle n'a pas fait de recherche sur son sujet. Tu ne peux pas être à ce point équivoque quand tu parles d'histoire, quand ça s'appelle l'histoire, c'est pour les gens cool. Et surtout, moi, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à produire des vidéos sur TikTok qui parlent d'histoire. Sauf que elle, ça fait 5 ans. C'est depuis 2021. Tu as eu le temps de développer une méthodologie, tu as eu le temps d'avoir des zigotos pour venir t'expliquer comme moi, pour venir t'expliquer qu'en fait tu racontes n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre d'être aussi équivoque, et c'est ça le problème. Quand on ne nuance pas en histoire, on finit par raconter des conneries. C'est-à-dire qu'en regardant sa vidéo, on se dirait, en fait, au Moyen-Âge, les gens ils pensaient que le chat c'est Satan. Le Moyen-Âge, bande de pignouf, c'est 1000 ans d'histoire. C'est entre la fin de l'Empire romain et ce qu'on considère de façon arbitraire comme étant la fin du Moyen-Âge, c'est la chute de Constantinople. Moi je suis pas d'accord. Les historiens généralement ne se mettent pas d'accord du tout sur où s'arrête le Moyen-Âge, mais il n'en reste pas moins que c'est une période d'à peu près 1000 ans. Et en 1000 ans, il s'en passe des choses. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des évolutions sociales, des évolutions économiques, il y a des événements très violents. Et du coup, la façon dont elle en parle, ça laisse à penser qu'en fait, pendant toute cette période, et surtout dans toute l'Europe occidentale, je suis gentil avec elle, elle l'a pas précisé, mais en général, quand on dit Moyen-Âge et qu'on parle d'Europe, en général, c'est plutôt l'Europe occidentale. Voilà. Le fait de dire qu'en fait, le chat Satan, machin truc, pendant toute cette période-là, non, je suis désolé. Vu la taille de ton compte, à chaque fois que je parle de son d'abonnés, on dirait que je suis jaloux. En fait, pas du tout, hein. C'est juste que moi, si j'étais à ta place, si j'avais 220 000 abonnés, je passerais 5 fois plus de temps à faire mes vidéos juste pour être sûr que je ne raconte pas de conneries. On poursuit. De plus, une forte connotation sexuelle est associée à l'animal. À l'époque, il est associé à des défauts dits féminins, comme par exemple la gourmandise, l'appât du gain, la coquetterie. Par rapport au fait que le chat, on lui a associé des caractéristiques féminines, peut-être que c'est de ma faute, mais je n'ai trouvé aucune source là-dessus. Je n'ai pas trouvé de travail d'historien qui a étudié la question pour nous expliquer qu'en fait, surtout pendant tout le Moyen-Âge, le chat spécifiquement, on l'associait à Satan, à des valeurs qui étaient féminines.
je n'ai pas trouvé d'historien qui l'affirme comme ça. Il y a des historiens qui ont émis l'hypothèse qu'en fait on lui associait certaines qualités, ce qui est une hypothèse qui se défend. Hein. Ça se défend parfaitement comme hypothèse. On lui associait certaines qualités, sauf qu'à aucun moment j'ai trouvé d'historiens qui nous disent qu'on lui associait des qualités féminines et que c'est pour ça qu'on l'associait au diable, à Satan et machin truc. Nous, on a une image, en fait, on se dit que les gens à l'époque médiévale, tout ce qui est associé à la femme, en fait, ils considèrent que c'est Satan. Pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est surtout la période moderne, dans des zones très spécifiques de l'Europe. Je pense surtout aux puritains, que ce soit les puritains aux Pays-Bas ou en Angleterre. D'ailleurs, les puritains c'était des fondamentalistes protestants, chrétiens. En fait, ils considéraient qu'à partir du moment où tu faisais un truc qui te rapprochait un tout petit peu du catholicisme, ou alors que tu faisais un truc qui n'était pas explicitement dans la Bible, ils considéraient que c'était Satan. Du coup, ils ont inventé l'histoire qu'en fait, ils étaient persécutés. C'est un des premiers cas recensés de sentiment d'auto-victimisation. En fait, ils étaient pas du tout persécutés, mais ils ont trouvé que les monarques d'Angleterre étaient trop cathos, et du coup, ils sont partis aux États-Unis et ils étaient en mode on va s'exiler parce qu'on est persécutés, on a été chassés, alors que pas du tout. Dans ces régions-là, oui, en effet, ce genre de discours, ça peut s'entendre, mais pas au Moyen-Âge. L'image du chat au Moyen-Âge est très ambiguë. On trouve autant de témoignages de gens qui disent que c'est Satan que de témoignages qui montrent que même dans les milieux religieux, en fait, c'est un animal qu'on dépeint de façon positive. On le dépeint que ce soit pour son côté joueur, pour son côté affectif des fois, mais en fait, je pense que les gens qui ont eu un chat pourront en témoigner. Dites-le moi en commentaire si ça s'est passé comme ça, de la même façon quand vous aviez des chats, ou alors si vous avez des chats actuellement. En fait, un chat, il est très très indépendant. Il est plutôt autonome. C'est-à-dire, bien évidemment, il faut que tu lui passes de la bouffe, mais s'il n'a pas envie de caresses, il vaut mieux le laisser tranquille. Et quand il a envie de caresses, de câlins, il vient te voir pour que tu lui fasses tu lui montres tu lui fasses des signes d'attention. Pareil pour la bouffe. Un chat, s'il a pas faim, même si tu lui poses le plat le plus savoureux à côté, s'il a pas faim, il va pas le manger. Il va peut-être mordiller, il va peut-être sentir, il va peut-être goûter, mais il va pas manger. Voilà. Il a un caractère qui est très indépendant. Et au Moyen-Âge, ça a poussé certains, en effet, à le considérer. Alors, je ferai pas ce lien de façon équivoque, comme cette amatrice pseudo-historienne le fait. On a des témoignages qui disent qu'en fait le chat c'est Satan, machin truc, sauf que je pense que c'était très marginal et que les gens généralement, quand tu vas voir les sources, les travaux des historiens, tu te rends compte que les gens avaient tendance à s'entartiner les steaks de cette histoire de Satan. Les chats ça dépendait du milieu, hein. Il y avait des gens qui pouvaient passer toute leur vie sans voir un chat, et il y en a qui les côtoyaient tous les jours, surtout dans les milieux urbains. L'image du chat était ambiguë, mais quand tu vois la pratique, les gens de tous les jours, comment est-ce qu'ils traitaient les chats, comment est-ce qu'ils les adoptaient, comment le chat s'insérait dans la vie de tous les jours, en fait, tu vois que les gens, ils s'en servaient pour montrer leur statut social, c'est-à-dire que tu faisais ramener un chat de Syrie ou d'Italie, tu faisais ramener un chat de relativement très loin, avec un pelage singulier pour montrer que tu avais de la thune, parce que à l'époque médiévale, on a associé ces tendances à l'époque moderne, à l'époque des grandes découvertes, mais ça a surtout commencé au Moyen-Âge. Cette idée que plus t'es riche, plus t'as les moyens d'apporter des trucs de loin. Et c'est des trucs qui se vérifient dans l'archéologie. La fameuse tombe de Birka où on a découvert la tombe d'un guerrier viking, et en fait il s'est avéré que c'était une femme. En fait, cette femme était habillée, elle avait été enterrée avec des habits luxueux qui ne venaient pas de Scandinavie, qui venaient plutôt d'Europe de l'Est. Donc ça n'a pas commencé nécessairement à cette période-là, mais pendant le Moyen-Âge, il y avait cette tendance de je fais ramener des trucs de loin parce que j'ai de la thune. Voilà, les chats, c'était exactement la même chose. On s'en servait dans les milieux urbains pour chasser les rongeurs, et ça existe toujours jusqu'à maintenant. Le chat, c'est le meilleur truc contre les rongeurs. Il n'y a pas meilleur remède contre si t'as des rats ou des souris qui te pourrissent la vie, qui font des craques dans les murs. Oui, je parle d'expérience. Tu ramènes un chat, c'est bouclé au bout de quelques jours, c'est réglé au bout de quelques jours. Voilà, les chats sont excellents. Et au Moyen-Âge, les gens utilisaient pour ça, ou alors pour tenir compagnie, tout simplement, pour montrer son statut, pour tenir compagnie. Et même dans les monastères, dans les paroisses, dans les monastères, dans les communautés religieuses, ça arrivait d'avoir des moines et des bonnes sœurs qui adoptaient un chat. Parce que les chats, c'est trop bien. Parce que les chats, c'est trop mignon, c'est joueur. T'as pas besoin de trop t'en occuper. Surtout à l'époque, dans un monastère ou dans un couvent, on avait certainement pas le temps de s'occuper énormément d'animaux, ce qui a poussé certains évêques à dire au monastère de se débarrasser de leurs chats. Mais voilà, il n'y avait pas de question de satanisme. Il y avait des discours comme ça, on associait des fois le chat à Satan, sauf que c'est ambigu, faut pas être équivoque.
on a plein de trucs qui nous disent exactement l'inverse de ce qu'elle est en train de dire. Dans les représentations, le chat apparaît principalement dans les marges des manuscrits sous les traits d'un chasseur. Et surtout avec l'édit du pape Innocent VIII, en 1484, le chat devient sacrifice lors des fêtes de village. Deux choses. Alors, je pense que ceux qui se sont un petit peu intéressés à l'époque médiévale, vous avez sauté sur vos chaises ou alors vous vous êtes tiré les cheveux en entendant ce qu'elle vient de dire, parce que je pense qu'elle l'a écrit avec ChatGPT. Je crois que c'est une vidéo qui date de 2023, à une époque où ChatGPT pouvait écrire des scripts de vidéos, a commencé à pouvoir écrire des scripts de vidéos, et il mélangeait tout. C'était n'importe quoi. Donc je pense qu'elle a écrit avec ChatGPT. Deux choses. Déjà, dans les pages des manuscrits, je vais vous mettre des illustrations. En effet, on trouve des images de chats dans les marges des manuscrits, des chats qui sont représentés comme des chasseurs. Sauf que le nombre de raisons pour lesquelles on met des chats en illustration, il y en a énormément. Le fait de dire « Ah, on est représenté comme ça parce que ça tend », absolument pas. T'as pas étudié ton sujet, ma vieille. Absolument pas. Il y a plein de raisons pour lesquelles on mettrait des chats dans les marges des manuscrits, ou alors même dans l'iconographie. Par exemple, là, j'en ai déjà parlé, c'est une image de Saint-Marc avec un chat. Un moment dans le manuscrit, on a un singe, je sais pas qui, il y a un chat dans l'image. Un moment, on a une peinture de la Vierge Marie et il y a un chat, parce que le chat faisait, ça dépendait du milieu, mais il pouvait faire partie de la vie de tous les jours. Voilà. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on illustrait le chat, par exemple, ici, comme un chasseur, que ce soit pour illustrer, ou alors pour amuser, ou alors pour raconter une histoire, par exemple ici, pour illustrer, pour amuser le lecteur, pour que la personne qui lise, elle regarde l'image de chat et se dit « Ah, trop mignon, un chat !» pour susciter des réactions, ou alors parce qu'on en a envie, parce qu'on adore les chats, parce qu'on veut les mettre en valeur. Il y a plein de raisons. 1000 ans d'histoire, messieurs, dames, 1000 ans d'histoire. Tu ne peux pas te permettre d'être aussi équivoque. Alors, je veux pas me jeter des roses, mais moi, dans mes vidéos, je fais le maximum pour que, dans la période de laquelle je parle, j'essaie de nuancer le plus possible, d'être le moins équivoque possible pour ne pas effacer toutes les nuances qu'il peut y avoir dans une période, surtout la période médiévale. Ce n'est pas à cause du format court. C'est toi qui décides volontairement d'omettre les nuances, c'est toi qui décides de parler de façon catégorique du Moyen-Âge. Je suis désolé, c'est un choix au bout d'un moment. Ça fait énormément de temps que tu fais des vidéos. L'excuse de c'est du format court, on peut pas détailler, je suis désolé, pour ce cas-là, ce n'est pas acceptable. Ça te prendrait 2-3 secondes pour expliquer qu'en fait, le chat est un animal ambigu, les représentations peuvent nous dire beaucoup de choses. Voilà, je l'ai dit en 2 secondes. Je pense que sur TikTok, tu peux le faire aussi. Ensuite, on va parler de ce qui est sans doute la plus grosse bêtise de toute cette vidéo. Apparemment, le pape Innocent VIII, en 1484, il a décidé que les chats, ça serait que le chat devienne sacrifice lors de fêtes de village. Ça, c'est ce qui te grille et c'est ce qui montre que soit il t'est arrivé un truc très grave au ciboulot pendant que t'écrivais, ou alors que, je pense que c'est l'hypothèse la plus probable, qu'elle a écrit sa vidéo avec ChatGPT ou avec une IA ou avec un truc. Elle confond deux choses, elle confond deux événements qui ont 2 siècles d'écart. On a cette bulle du pape Grégoire IX, c'était au XIIIe siècle, normalement, si je me trompe pas, c'était au XIIIe siècle. En fait, il décrit dans cette bulle des pratiques païennes, des pratiques occultes. Donc on a le début d'une pensée autour de l'occultisme qui commence à se développer à ce moment-là. Dans une bulle, c'est-à-dire une lettre qu'il envoie aux évêques, il explique qu'il y a des cérémonies païennes avec des chats noirs. Je détaille pas plus, j'en ai déjà parlé, mais franchement, la cérémonie qui est décrite, je serais très curieux de savoir si c'est vrai ou pas, mais en même temps, le Moyen-Âge, c'était métal. Hein. C'était très, très métal, le Moyen-Âge. Il y a moyen que cette cérémonie soit vraie. Ceux qui sont curieux, allez regarder sur Google, mais cette bulle a été considérée comme étant responsable des massacres de chats qu'il y a eu au Moyen-Âge. Déjà, massacres qui n'étaient pas systématiques. Les gens ont lu cette bulle et ils se sont dit « Ah, en fait, c'est le pape qui appelle à sacrifier des chats et c'est pour ça qu'on a des sacrifices de chats lors de rituels dans les villes du Moyen-Âge. » Oui, c'est vrai, il y a des trucs, genre la Saint-Jean, il y a le Beffroi-d'Ypres, il y a des moments comme ça où en fait, on avait l'habitude de zigouiller des chats. Sauf que rien ne prouve que c'était approuvé par l'Église, par le pape. Rien ne prouve que c'était une tendance. On a trouvé des fosses communes avec plein de chats, sauf que rien ne nous permet d'indiquer qu'en fait, c'était un appel des autorités ecclésiastiques à sacrifier les chats, ou alors qu'ils l'ont fait parce que le chat était associé au diable. Enlevez-vous cette idée de la tête. Donc le pape Grégoire IX, il a décrit une cérémonie païenne avec un chat, et du coup, t'as tous les zigotos aujourd'hui qui te disent que c'est ce pape qui a lancé la mode de sacrifier des chats, alors qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Voilà. Ensuite,
elle confond avec un autre truc. Le pape Innocent VIII, là pour le coup on est au XVe siècle, il a écrit une bulle, il l'a envoyée aux évêques, et dans cette bulle, il déclare que la sorcellerie existe. C'est un tournant majeur, et c'est un des éléments constitutifs de la chasse aux sorcières qui adviendra dans l'époque moderne, on en reparlera. Mais c'est à ce moment-là que l'Église prend officiellement position, en tout cas le pape, je sais pas trop comment ça marche, je sais pas si ce qu'il dit engage toute l'Église, mais en tout cas on a le pape qui dit oui, la sorcellerie existe, oui, il y a des gens qui se mettent à faire des cérémonies, qui ont des pouvoirs qu'ils arrivent à acquérir de la part de forces spirituelles démoniaques et qui arrivent à s'en prendre aux gens, aux familles, aux animaux, au bétail. Et en fait, c'est cette phrase, à un moment, il décrit le fait que les sorcières s'en prennent à des animaux d'élevage. Et je sais pas par quel procédé, ça fait que j'ai des dizaines d'articles amateurs sur Google, y compris des sites catholiques, qui t'expliquent qu'en fait, le pape Innocent VIII, il a appelé à sacrifier des chats parce que le chat, c'est Satan. Le texte ne dit pas ça du tout. Alors, le texte, il est en latin, certes, mais il est traduit. Tu peux utiliser ChatGPT ou juste DeepL ou Google Traduction. Et tu verras qu'à aucun moment dans le texte, il ne mentionne de chat noir, de familier ou je sais pas quoi. Il n'associe pas du tout les animaux à la sorcellerie. Tout ce qu'il fait, c'est dire... Je sais pas comment les gens sont arrivés à détourner cette phrase. Les sorcières s'attaquent aux animaux d'élevage. Ils en ont fait. Il faut sacrifier des chats. Tu prends le téléphone arabe, tu lui fais fumer du shit, tu lui fais sniffer de la coke et du plâtre, ça te donne ça. Et du coup, on a History is for the Cookies qui nous explique qu'en fait, avec la bulle du pape Innocent VIII, le chat devient sacrifice lors de fêtes de village. C'est tellement... Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai explosé de rire parce que je me suis dit non, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Et en fait, ça la grille complètement parce que... quand tu prends les deux, je suis désolé, laissez-moi encore croire en l'intelligence humaine. Je pense que quand tu prends déjà deux papes qui sont séparés de 2 siècles, avec 2 bulles qui ont des titres complètement différents, qui parlent de trucs qui sont plus ou moins différents. Hein. La bulle de Grégoire IX, c'est surtout autour d'hérésie d'occultisme. Là, on n'est pas vraiment encore dans la sorcellerie comme on la comprendra plus tard. Et tu prends ensuite la bulle du pape Innocent VIII où là il déclare officiellement que la sorcellerie existe. Je suis désolé, mais comment tu peux penser que c'est le même document ? Les 2 mecs s'appellent même pas de la même façon. Ils ont des noms différents. Ils ont des périodes différentes. Les bulles sont différentes. Du coup, je pense que c'était à l'époque où ChatGPT faisait énormément d'erreurs. Il en fait toujours d'ailleurs. Évitez d'utiliser ChatGPT pour l'histoire parce qu'il n'a pas accès aux travaux des historiens de ChatGPT. C'est payant. Du coup, à l'époque, il faisait encore plein d'erreurs, il hallucinait encore plus qu'aujourd'hui. Et je pense que ChatGPT, au moment d'écrire son foutu script, il a confondu les deux trucs. Il a complètement confondu les 2 trucs parce qu'il s'est basé sur des articles amateurs trouvés sur Google. Il a préféré faire ça plutôt que de se baser sur des travaux d'historiens. Elle n'a pas ouvert un seul livre. Elle n'a pas ouvert un seul article, elle n'a pas lu un seul article. Qu'on soit clair, hein, il y a des vidéastes sur TikTok qui partagent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, sauf que quand tu fais des efforts pour arriver le plus possible à un travail qui reflète la vérité des derniers travaux historiques, ou alors juste qui disent des trucs qui ne soient pas complètement des grosses bêtises, je pense que tu peux arriver quand même à quelque chose qui ne ressemble pas à ça. Là, je suis désolé, il n'y a aucune source, il n'y a pas de documentation, parce que l'objectif de cette personne, encore une fois, ce n'est pas de vous instruire, c'est de faire passer des messages politiques. Et en fait, son idéologie, elle est complètement en accord avec cette tendance qui consiste à faire passer les gens au Moyen-Âge pour des gens superstitieux, pour des gens qui sont complètement manipulés par les curés et par la noblesse, les faire passer pour des gens qui considère que absolument tout ce qui est, et justement elle l'a dit, tout ce qui est relatif aux femmes, tout ce qui est relatif à la liberté, tout ce qui est relatif à l'indépendance, les gens pensaient immédiatement que c'est Satan. Ce genre d'idée est spécifique à une idéologie. Vous allez comprendre ce dont je parle quand on abordera le thème des chasses aux sorcières. Et encore une fois, il n'y a aucun problème au fait d'avoir une idéologie politique. Tout le monde en a. Moi, j'ai la mienne, j'ai mes idées. Tous les historiens ont leurs propres biais, même si les historiens essaient le plus possible de mitiger ces biais, de les ignorer, de faire en sorte qu'ils n'impactent pas la rigueur de leur travail. Tout le monde en a. Le fait de parler d'histoire pour faire passer des messages politiques, tout le monde le fait. Il n'y a aucun mal à ça. Je suis désolé, je sais qu'il y a des historiens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais
trouve que l'histoire, c'est tellement subjectif, c'est tellement impossible de faire un truc qui soit 100% objectif, c'est impossible vu qu'on a tous nos biais. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème tant qu'on n'en vient pas à mentir, tant qu'on n'en vient pas à s'arranger avec la vérité. Et c'est ça le problème, c'est qu'elle raconte n'importe quoi parce qu'elle veut consciemment faire passer les gens du Moyen-Âge pour des gens superstitieux, pour des gens qui se méfient de tout ce qui pourrait déroger un tout petit peu à l'ordre établi comme nous on le comprend. On a une façon très moderne de parler des gens du Moyen-Âge. Voilà, il n'y a aucun problème au fait d'avoir des idées politiques, sauf que là, tu mens, tu dis des choses qui sont fausses à tes abonnés, tu simplifies les choses, tu racontes n'importe quoi. Ce qui m'extermine, c'est qu'il y a zéro documentation, il y a zéro travail de recherche. Si elle avait fait un vrai travail de recherche, elle ne serait pas tombée sur ces conclusions-là. Je vous propose d'arrêter le massacre autour du Moyen-Âge, on va parler des Peaky Blinders. Vous connaissez les Peaky Blinders, mais connaissez-vous les Peaky Blinders? Les Peaky Blinders étaient un gang de rue actif à Birmingham, en Non. 7 secondes, c'est déjà n'importe quoi. Angleterre, des années 1890 aux années 1920. Non. Ils étaient composés d'hommes issus de classes sociales inférieures qui se battaient, pariaient, se sont soustraits à la justice et commettaient des meurtres. Tout ça pour atteindre le sommet de la hiérarchie des gangs. Non. Elle raconte. Cette vidéo, c'est pour ça que je vous dis, ça ne peut pas simplement être des erreurs d'inattention, des problèmes communs qu'on rencontre quand on fait de la recherche, c'est-à-dire que des fois on peut raconter n'importe quoi. Non, cette vidéo, tout est faux de A à Z. De A à Z. C'est-à-dire qu'elle s'est uniquement basée sur des sites d'histoire ou des sites d'actualité ou des trucs amateurs sur les réseaux sociaux, machin truc. Voilà. Il n'y a aucun historien qui dise ce qu'elle est en train de dire. Dans la région anglaise de West Midlands. Ils étaient spécialisés dans le vol, la violence, le racket, le meurtre et surtout le contrôle des jeux d'argent. Ils étaient spécialisés dans le meurtre. C'est-à-dire, moi, ma spécialité, c'est de tuer des gens. En fait, les Peaky Blinders, c'est les petits merdeux des rues là, qui portaient des casquettes. Ils étaient spécialisés dans le fait de tuer. À son apogée, le gang comptait environ 50 000 membres. Pas du tout. On n'a aucun compte officiel parce que, désolé, je spoil un petit peu, parce que je crois que la vidéo n'est pas encore sortie sur TikTok, mais le mot Peaky Blinders, ce n'était pas un gang, c'était un terme générique, comme nous, on dirait un criminel. Voilà, c'était un mot local, c'était une expression spécifique à Birmingham. C'est là où on parlait des Peaky Blinders. On les appelait comme ça pour. Il y a plein d'hypothèses, hein, mais par contre, c'est pas ce qu'elle va nous dire après. Mais tout ça pour vous dire, je ne sais pas d'où elle a sorti son 50 000, je ne sais pas si elle a utilisé ChatGPT ou pas, ou alors elle a dû trouver l'info sur des sites amateurs ou je ne sais pas quoi, mais l'idée de 50 000 membres qui faisaient des trucs avec, ils voulaient atteindre le sommet de la hiérarchie des gangs, non, pas du tout, ce n'était pas un gang, c'était un type de criminels, des gens qui étaient entre ados et l'âge adulte, des gars qui étaient assez jeunes, qui se livraient à du crime, du larcin, machin truc, mais c'était pas nécessairement des criminels, ça pouvait être aussi juste des gamins des rues qui foutaient la merde avec la police. Voilà, ça, c'est une définition très succincte, mais il faut aller lire des vrais historiens. Je vais vous en donner deux. On a Karl Sheen, qui est un historien qui est issu d'une famille qui était eux-mêmes très proches des Peaky Blinders de la série. C'est des preneurs de paris. Il a vécu à Birmingham. Il a écrit un livre qui s'appelle Peaky Blinders, l'histoire vraie du gang le plus célèbre de Birmingham. Voilà, c'est lui. Je vous ai mis quelques livres, quelques images pour illustrer. On a ce livre-là, voilà, Peaky Blinders, l'histoire vraie. Karl Sheen, c'est un historien. Il est diplômé et il nous explique bien que le mot Birmingham, le mot Peaky Blinders, non seulement c'est un mot qui est local, qui est spécifique à Birmingham. À Londres, par exemple, il disait hooligans, et c'est un mot qu'on utilise toujours, surtout pour parler des ultras dans le foot qui foutent la merde dans les stades. À Manchester, on disait scuttlers, et on disait, pour qualifier exactement la même chose, c'est-à-dire des voyous qui pouvaient être des criminels, mais pas tout le temps. C'est un terme qui est très 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 générique, et ces histoires de casquettes, de rasoirs dans les casquettes, machin truc, c'est des trucs qui ont été inventés par la presse des villes en Angleterre à l'époque. Ce sont des légendes urbaines. On ne sait pas qui les a commencées, parce que même à l'époque, les journalistes, en fait, je pense pas qu'ils voulaient inventer. Je pense que c'était vraiment des trucs qu'ils entendaient, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve de ce qu'il est en train de raconter. Ensuite, on a un deuxième historien, encore une fois, lui qui est historien et qui a écrit avant la sortie de la série. Ce livre-là, Les gangs de Birmingham, c'est un livre qui date de 2010. Il a écrit, je crois, c'est 3-4 ans avant la série. La vraie histoire des Peaky Blinders. Je vous conseille ce bouquin, je trouve qu'il est... Alors, celui de Karl Sheen, il est très bon,
Il est très bon. D'ailleurs, il en a écrit plusieurs. Hein. Là, on a une série de bouquins. Je crois qu'il en a écrit plus de 3 sur les Peaky Blinders. C'est devenu vraiment sa spécialité. Mais Philip Gooderson, je trouve qu'il est beaucoup plus rigoureux. Les sources qu'il utilise, des fois, il prend des articles de journal et ensuite, il t'explique à quel point c'est n'importe quoi. Il est très, très rigoureux. Les deux sont très bons. Mais si vous voulez une bonne lecture rigoureuse pour arrêter de raconter n'importe quoi, je vous conseille ce livre-là, Les Gangs de Birmingham. Je ne l'ai pas entièrement lu. J'ai lu les passages qui m'arrangent pour faire la vidéo sur Peaky Blinders. Je vous le conseille. Et il nous dit bien que non, il n'y avait pas un gang qui s'appelait Peaky Blinders, c'était une expression générique, locale, typique de Birmingham. À un moment, je crois que c'est Carl Sheen, il nous a fait une carte pour expliquer d'où venaient les gangs, comment on les appelait, qui ils étaient, machin, tout ça. Ils font une véritable sociologie historique de qui étaient les criminels en Angleterre à la fin 19e, début 20e. C'est super intéressant. En fait, c'est beaucoup plus intéressant que ce que Madame History is Full of Cookies est en train de nous raconter. Je comprends pas 50 000 et non le nombre fluctué car les alliances changeaient. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ces informations. Là, pour le coup, je suis complètement perdu. Vraiment, son histoire de 50 000 membres, machin truc, déjà pour qu'il y en ait 50 000 et qu'ils soient encartés, qu'ils aient donné leur carte d'identité, leur numéro de sécurité sociale, faut que le gang existe. Le gang n'existe pas. Il n'y a jamais eu un gang qui s'appelait Peaky Blinders. Il est très probable qu'il y a un moment un gang qui, par provocation envers l'élite rose beef de l'époque ou envers la police, décide de se proclamer comme étant les Peaky Blinders, sauf que pour l'instant, on n'en a aucune trace. On n'a aucune trace pour nous expliquer que ce mot, Peaky Blinders, qui fait référence plus à une sous-culture du crime et des voyous, on n'a aucune preuve que ça soit un seul gang et que c'est à cause de ce gang qu'on a commencé à utiliser l'expression Peaky Blinders. Ça n'existe pas. Ou étaient rompus en fonction de leur relation avec les Peaky Blinders. Je comprends pas d'où elle sort ces informations. Il n'y a rien qui va. Certains membres n'avaient que 12 ans. Ah, j'ai été mauvaise langue sur TikTok, j'ai dit que elle racontait n'importe quoi. Ça, c'est pas qu'elle raconte n'importe quoi, c'est qu'elle dit quelque chose qui n'est pas vraiment vérifié historiquement parce qu'elle vérifie jamais rien. Mais oui, c'est très probable que y en ait beaucoup qui est pas que certains, hein, les membres entre guillemets, ceux qu'on qualifiait de Peaky Blinders, étaient très jeunes. Ils pouvaient être très jeunes, ils pouvaient avoir 12 ans, voire même moins. C'était des gamins des rues. Le nom Peaky Blinders a plusieurs origines possibles. Le gang portait des casquettes à visière plate et cousait des lames de rasoir sur le devant, ce qui constituait une arme dissimulée. Absolument pas, c'est une légende urbaine. Je vais pas plus détailler que ça, mais ça, c'est un truc qui a été inventé par des journalistes après, je crois que c'était début 20e, c'était après la Première Guerre mondiale. On a un livre qui, je me souviens plus du nom, mais c'est un livre qui a mis ça en avant, je crois que c'était du coup plutôt les années 1940, donc bien après, non, c'était 73 je crois, donc bien après l'ère des Peaky Blinders. Voilà, c'est une légende urbaine qui a été inventée enfin, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si c'est réel, ça peut être une légende urbaine, ça peut être vrai, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve. Et surtout, ça a été perpétué par les journalistes qui aimaient bien faire dans le sensationnalisme. À l'époque, au 19e siècle en Europe, il y avait une espèce de romantisme. En France, c'était autour de la figure de l'Apache parisien, ce gamin des rues qui s'attaquait aux passants avec une espèce de soit un couteau, soit une queue de castor. Il y a vraiment ce côté romantique des criminels. On romançait pas mal les criminels des grandes villes européennes. Et en Angleterre, dans l'époque victorienne, et après, c'était très fréquent. Hein. C'était vraiment la mode. Du coup, on s'est mis à raconter n'importe quoi sur eux. Et ce sont des légendes urbaines qui sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Et un truc qui est fascinant, c'est que c'est quelque chose qu'on voit dans la série. On voit ces choses-là. On voit les rasoirs dans les visières des casquettes. On voit les casquettes, le fait qu'ils s'habillaient très bien, machin truc. D'ailleurs, je profite. C'est pas pour ça que je me suis habillé en costard-cravate. Hein. J'aime bien m'habiller en costard-cravate. Ça n'a rien à voir avec Peaky Blinders. Hein. En tout cas, je n'avais pas ça en tête. Sinon, j'aurais aussi mis la casquette. On a ce genre de représentation dans la série Peaky Blinders et franchement, je trouve que c'est trop cool. Parce que la série Peaky Blinders, c'est de la pure fiction. Les Shelby n'ont jamais existé. Le gang, les Peaky Blinders n'ont jamais existé. La plupart des personnes qu'on voit dans la série, il y a certains personnages historiques. Il y a des personnages historiques, sauf que l'écrasante majorité des personnages de la série sont des personnages fictifs. C'est de la fiction historique. Ça se base sur des faits historiques. Les Peaky Blinders qui existaient en tant que sous-culture du crime, ils en ont fait un gang. Et ils l'ont déplacé, ils l'ont mis dans une période qui est complètement anachronique, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres en Angleterre. Du coup, c'était surtout pour servir la narration, c'est pour appuyer sur le développement de personnages de Tommy Shelby qui sortait de la Première Guerre mondiale et qui était énormément traumatisé. Ce qu'il a vécu dans la Première Guerre mondiale, ça explique
plus ou moins tout le personnage pendant toutes les saisons de la série. Voilà, je trouve que c'est trop bien. C'est incroyable. Par contre, faut vérifier ces informations. C'est très bien d'être fan d'une série. Par contre, faut vérifier si ce qu'on voit dans la série, parce que c'est de l'histoire, c'est l'entre-deux-guerres en Europe, faut vérifier, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus pour nous expliquer qu'en fait, non, c'est pas ce qu'on voit que ce soit avant ou après la série. On a toujours eu des travaux qui nous expliquent, en fait, voilà la réalité des gangs, en tout cas, comment nous, aujourd'hui, on peut la voir, on peut l'appréhender, voilà comment c'est, ils nous décrivent, les historiens nous décrivent comment c'était. Voilà, l'information est accessible, l'information n'est pas cachée. Du coup, je sais pas d'où ça vient, tes chiffres, tes stats, machin truc, mais c'est n'importe quoi. Ce dangereux couvre-chef permettait d'attaquer les ennemis, soit en leur donnant un coup de tête dans les yeux, soit en enlevant la casquette et en leur tailladant le front. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre un rasoir sur une casquette et de t'en servir comme d'une arme? Il le tourne très bien dans la série. En fait, il l'utilise plutôt comme un fouet, comme ça. Genre, ils prennent l'arrière de la casquette et ils font comme ça, comme on utiliserait un fouet ou alors une queue de castor, ce qui est plus approprié pour le contexte. Le fait de dire, voilà, il faisait ça pour aveugler, ensuite il y avait du sang qui coulait, du coup ça aveuglait les gens, c'est pour ça qu'on dit blinders. Non, pas du tout. La visière se plie. Si tu essaies de faire ça, la visière se plie. En plus, les rasoirs étaient beaucoup trop chers, même des rasoirs usés, qui n'auraient pas pu servir de toute façon. Les rasoirs étaient beaucoup trop chers à l'époque. Je sais pas avec quoi on se rasait, mais c'était pas avec les lames de rasoir qu'on voit dans la série. C'était trop cher, c'était de la nouvelle technologie. Du coup, non, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Ça n'était certainement pas une arme qui était accessible. En tout cas, on n'a pas de preuves historiques. Tout ce qu'on a, c'est des articles dans des journaux, des rapports, même pas. Je crois que même les rapports de police, ils en parlent pas de ça. En tout cas, ils ne le disent pas de façon avérée. On n'a aucune trace de ça. Aucune trace, en tout cas pas de trace assez solide. Ce qui avait pour effet de les aveugler à cause du sang. N'importe quoi. L'autre origine du nom vient du fait que les membres des Peaky Blinders se glissaient derrière les gens qu'ils volaient et rabattaient leur chapeau sur leur visage afin qu'ils ne puissent pas voir les membres du gang qui les volaient. Ça, c'est... En fait, elle prend 1% de vérité, 99% de conneries. On pense qu'une des origines possibles de l'expression Peaky Blinders, c'est... Ils mettaient la casquette comme ça, sur un seul œil. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'était pour se cacher? C'était pour se distinguer? Est-ce que c'était simplement pour faire stylé? Parce que la mode des casquettes comme ça, pour faire un peu rebelle, je crois pas que ce soit les rappeurs des années 90 qui l'a inventé. Voilà, il y a plein d'hypothèses possibles, sauf que pour l'instant, on ne sait pas. La réponse chez les historiens, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient ce mot, d'où vient cette expression Peaky Blinders. Il y a tellement de suppositions, même quand tu prends les sources de l'époque, on ne sait pas d'où cette expression vient. Du coup, le fait de dire il y a plusieurs explications possibles et elle dit deux trucs comme si c'était des choses avérées alors que c'est des grosses conneries, franchement, ça aurait rien coûté, ça t'aurait pris une fraction de seconde de dire c'est une légende urbaine. Voilà, aussi simple que ça. Je suis désolé si je suis sévère, mais je pense sincèrement que les gens qui racontent des conneries, on devrait les dénoncer. On devrait expliquer aux gens que ces gens-là, qui ont une audience comme ça, qui produisent des vidéos depuis je sais pas combien de temps, elles, en l'occurrence, on devrait expliquer aux gens qui racontent n'importe quoi. Alors là, messieurs, dames, vous n'êtes pas prêts. On va passer à, sans aucun doute, la pire vidéo que j'ai vue sur les chasses aux sorcières et sur le Moyen-Âge en général. Voilà, on brasse large. Parce que, comme je vous l'explique, il y a clairement un agenda politique derrière ce qu'elle est en train de raconter. Encore une fois, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai un problème, pas quand tu essaies de faire passer des idées politiques, j'ai un problème quand tu essaies de me faire passer pour une bille. Les signes qui auraient fait de toi une sorcière durant l'Europe médiévale. Signe 1, tu es une femme. Sorcière. Signe 2, tu es indépendante, c'est-à-dire que tu vis seule, que tu parles un peu fort et que tu as un caractère affirmé. Sorcière. Les historiens ont débunké ça. Les historiens ont complètement débunké cette idée que ce qui faisait que tu étais accusée de sorcellerie, c'était le fait d'être indépendante, le fait d'être différente, le fait de trop parler. Absolument pas. Absolument pas. Les femmes au Moyen-Âge, elles avaient, certes, moins de droits qu'aujourd'hui, c'est complètement avéré. Les rôles entre les sexes étaient beaucoup plus segmentés. Il y avait clairement des trucs que tu n'avais pas le droit de faire quand tu étais une femme. Tu n'avais pas le droit de porter de pantalon. Il y a plein de trucs que je vais pas détailler, mais je pense que c'est plus ou moins avéré le fait que les femmes n'avaient pas autant de droits qu'aujourd'hui. Par contre, les chasses aux sorcières, ce n'était pas au Moyen-Âge, madame. C'était à la période moderne. C'était après la fin du Moyen-Âge. Et c'était dans l'Europe, c'était surtout
dans l'Europe protestante, même si dans l'Europe catholique, parce qu'à l'époque, on a cette division entre Europe protestante et catholique, c'était beaucoup plus intense dans les milieux protestants. Pourquoi ? Parce que dans les milieux protestants, ils s'étaient séparés de Rome, donc il n'y avait pas de distinction entre autorité civile et autorité religieuse. Je crois que je vous ai parlé dans un épisode des Puritains, c'était des fondamentalistes qui étaient complètement obsédés par le fait que l'Église catholique, c'était l'antéchrist, et que tout ce qui n'était pas explicitement dit dans la Bible, c'était Satan. Pour eux, le tribunal judiciaire jouait un rôle religieux. Il n'y avait pas d'inquisition. Tout était géré par les autorités religieuses. Et c'est une des raisons c'était décentralisé. Il n'y avait pas une autorité. Ça explique le fait, alors selon moi, à vérifier, peut-être que je raconte des conneries, mais en tout cas, dans les zones protestantes, peut-être que c'est pour cette raison ou pas, dans les zones protestantes, il y avait beaucoup plus de chasse aux sorcières. Ce qu'il est en train de dire, ça a été complètement débunké par les historiens. En fait, on n'est pas arrivé à trouver un critère ou plusieurs critères qui expliquent pourquoi les gens seraient accusés de sorcellerie. Dans la période moderne, donc même, on va mettre de côté le fait qu'elle raconte n'importe quoi sur le Moyen-Âge, on va prendre la période moderne, parce que c'est la période de la chasse aux sorcières. En fait, le seul critère, c'était un motif politique. Si on t'accusait de sorcellerie, c'était essentiellement pour des raisons personnelles ou des raisons politiques. Ce n'était pas parce qu'on visait les femmes indépendantes, on visait les femmes machin truc. L'idée, à un moment, je crois que c'était l'historiographie du début XXe siècle, on a essayé de nous faire croire qu'en fait, celles qui étaient accusées de sorcellerie, c'était celles qui paraissaient plus indépendantes, y compris les sages-femmes. Parce que les sages-femmes, en général, elles n'étaient pas mariées, elles étaient plus vieilles, machin truc. Toutes ces bêtises, c'est complètement faux. Il n'y a pas un critère ou plusieurs critères, comme ce qu'il est en train de dire, qui permettent d'unifier tous les cas où on a condamné des gens à la sorcellerie. En plus, j'adore parce que nous met le bûcher au Moyen-Âge, alors que pas du tout. Au Moyen-Âge, le bûcher, c'était les hérétiques, c'était l'hérésie, ce n'était pas la sorcellerie. Et pour le coup, elle dit un truc qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui est surtout faux, mais qui est un petit peu vrai, c'est le fait que celles qui étaient accusées, il y avait plus de femmes que d'hommes. Ça, pour le coup, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai, mais ceux qui finissaient condamnés, dans certaines zones, il y avait plus de femmes, dans certaines zones, il y avait plus d'hommes, parce que c'était le bazar. Parce que s'il y avait des raisons politiques, d'ailleurs, celles qui étaient, t'avais plus de chances d'être accusé. Encore une fois, rien de catégorique, mais surtout quand on prend les procès de Salem, par exemple, c'était plutôt les femmes haut placées qui étaient visées. Voilà. Donc oui, il y avait un caractère un peu misogyne, sauf que aux accusations de sorcellerie, mais ce n'était pas décisif, en tout cas pas pour les condamnations. Ensuite, tu connais les plantes, tu sais soigner, tu as des petites recettes de grand-mère, tu es sage-femme, n'aide pas ton voisin. Absolument pas, c'est l'inverse total. Le fait que les gens, à l'époque, mettez-vous au Moyen-Âge à l'époque, les gens considéraient que la magie, c'était normal. En fait, la science, la médecine, la pharmacologie, tout ce qui était relatif à la biologie, le fait de soigner les gens, c'était à peu près la même chose. On considérait que c'était de la magie. C'est bonne chance à l'époque pour expliquer qu'en fait, il y a une molécule qui est extraite d'une plante qui arrive à agir sur ton système immunitaire pour te permettre de guérir facilement de la grippe. Non, les gens ne réfléchissaient pas comme ça. On savait qu'il y avait des causes, on avait des théories, par exemple la fameuse théorie des humeurs qui est vraiment du n'importe quoi, mais s'il y avait des soupçons de vérité. Mais c'était plus ou moins... Ils avaient une compréhension, pour rester gentils, très sommaire de la médecine, mais ils considéraient que ça, plus le fait de prier ou alors le fait d'utiliser des mixtures, des pommades, des trucs avec les plantes, ils considéraient que tout ça, c'était la même chose. Et que, en général, quand tu étais malade, on considérait que tu le méritais parce que c'était la colère de Dieu qui s'abattait sur toi. Bien sûr qu'il y avait des gens qui avaient des remèdes, il y avait des femmes qui faisaient des infusions, qui faisaient des remèdes, qui conseillaient aux gens de faire tel ou tel truc pour être guéris. Mais absolument rien n'indique que ces femmes, on les accusait d'être des sorcières au Moyen-Âge. Ou alors, je sais pas, sors-moi des sources pour prouver ça. Mais non, l'idée selon laquelle... En fait, tu vois ça dans tous les livres qui parlent de sorcellerie. Cette idée selon laquelle c'était les femmes indépendantes, c'était les femmes qui s'y connaissaient un peu trop en herbe, machin truc, c'est complètement faux. Ça, c'est un discours qui a été rapporté par des polémistes, par des féministes, par des militants, justement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une militante. C'est complètement cohérent avec son idéologie. Et quand on voit ses autres vidéos, c'est pareil. Ces autres vidéos, j'ai aucun problème avec. Aucun problème. Ces vidéos, elles parlent de féminisme, de grandes figures féministes de l'histoire et tout. Il n'y a aucun souci. Tu parles de ce que tu veux. Mais par contre, tu ne fais pas dire aux époques ce qu'elles ne disent pas. Sinon, sorcière. Tu fais des crises d'angoisse, tu es atteinte de somnambulisme ou encore d'insomnie. Pourquoi tu te réveilles la nuit pour aller voler avec Satan ? Sorcière.
Les gens se réveillaient la nuit au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le sommeil était fractionné. Alors, ça, encore une fois, ça dépend de l'époque, ça dépend. Voilà, je ne vais pas vous refaire le discours de la nuance. Vous savez très bien que ça dépend. Mais les gens se réveillaient la nuit, soit pour bouffer, pour pêcher, pour aller se balader, pour faire des galipettes au lit, si vous voyez ce que je veux dire. Pour plein de raisons, mais les gens se levaient la nuit. Enfin, je ne sais pas ce qu'il est en train de raconter là, mais il n'y a rien qui va. Tes sources, frère. S'il y a une fausse couche, un bétail qui meurt, des récoltes pas bonnes à environ 1 kilomètre autour de toi, c'est peut-être de ta faute, sorcière. Ce qu'elle dit n'est pas tout à fait faux parce que je vous ai parlé de la bulle du pape Innocent VIII où il décrivait qu'en fait les femmes s'attaquaient, qui se livraient à ces rituels-là, des rituels de sorcellerie, et s'attaquaient au bétail, et s'attaquaient aux familles, et s'attaquaient aux champs, machin truc. Du coup, oui, pourquoi pas, sauf que la façon dont tu le tournes, et là encore, on est vraiment à la toute fin du Moyen-Âge. On est à la toute fin du Moyen-Âge. Du coup, ce n'est pas du tout valide ce qu'il est en train de dire. Trop belle, sorcière. Non, pas du tout. Faut arrêter avec ça. Bien sûr que, comme toutes les époques, on se méfiait. Ça arrivait qu'on se méfie ou qu'on soit jaloux des femmes qui étaient trop belles, qui étaient beaucoup plus attirantes que leur père, sauf que délire de sorcellerie, machin truc. Stop. Tu es trop moche? Pas sorcière, mais attention. Handicapée, sans doute car tu es une sorcière. Trop de grains. D'où est-ce qu'elle sort ces trucs? Je pense qu'elle a lu. Alors, il y a une historienne que je ne vais pas nommer parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord sur le fait d'être liée à des sujets aussi controversés, mais elle avait fait une vidéo où elle avait expliqué qu'il y avait un bouquin qui était écrit par une militante féministe qui parlait de la chasse aux sorcières. En fait, elle avait dit que l'intention était bonne, mais que c'était du grand n'importe quoi. Et franchement, je ne suis pas tout à fait en désaccord. Hein. Le fait de dénoncer ce que les femmes ont subi à travers l'histoire, il n'y a rien de plus louable. Par contre, faut pas mentir. Parce qu'à partir du moment où tu mens, bah, c'est pas bien. Est-ce que je dédie 10 minutes de cet épisode à vous expliquer qu'en fait, le fait de mentir, c'est pas bien? Beauté ou de cicatrices, sorcière aussi. Tu t'es disputé avec quelqu'un ou alors cette personne est jalouse de toi, sorcière. Ah, là, c'est vrai. Bon, pas au Moyen-Âge, mais à l'époque moderne, oui, c'est vrai. Tu pouvais tout à fait accuser quelqu'un de sorcellerie. Alors en général, les procès pour sorcellerie, l'écrasante majorité, ils étaient classés sans suite, surtout quand c'était traité par l'Inquisition, parce que l'Inquisition, elle avait plutôt tendance à essayer de prouver de façon active que tu ne veux pas te repentir. Voilà, c'est ça qui les intéressait. À ce moment-là, bûcher. Mais par contre, non, là, c'est pas... Faut pas généraliser au Moyen-Âge. Hein. Vraiment, c'était pas au Moyen-Âge que ça arrivait. Par contre, oui, c'était pour des raisons politiques, les chasses aux sorcières. Encore une fois, faut pas être catégorique, mais la tendance qu'on a dégagée, c'est que généralement, il y avait très certainement des motifs politiques. En gros, les sorcières, c'était juste des femmes qui avaient l'audace d'être un peu trop différentes par rapport à ce qu'on leur demandait d'être à l'époque. Absolument pas, ça a été complètement débunké par les historiens cette histoire. Franchement, j'ai regardé les sources que j'ai mis normalement en description, mais c'est très loin d'être aussi. En fait, au Moyen-Âge, dès que tu te retrouves devant quelqu'un qui te parle de façon très assurée pour t'expliquer qu'en fait, dans une période, dans un contexte, dans un pays, il y a un gentil et un méchant, en général, tu peux être sûr que cette personne te raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de gentil et de méchant au Moyen-Âge. Il n'y a pas cette vision proto-marxiste qui consiste à considérer qu'en fait, il y a les opprimés, il y a ceux qui subissent l'oppression, et il y a les oppresseurs, et les pauvres petites victimes. Non, c'est bon. Les femmes qui ont été brûlées pour sorcellerie, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'elles le méritaient ou quoi que ce soit. Hein. C'est des trucs horribles, et je suis très content qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Par contre, quand on parle du Moyen-Âge, voilà, je ne vais pas vous refaire la chansonnette. Faut éviter de raconter n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on vous aurait accusé de sorcellerie? Voilà, pour maximiser l'engagement, tu dis aux gens de commenter un truc extrêmement débile. C'est un truc que moi aussi je fais et qui marche. Voilà. Alors, aucune recherche dans cette vidéo sur la sorcellerie, absolument aucune recherche. Je pense sincèrement qu'il y a 50% de chances que cette vidéo soit de la provoque. Je pense pas que ça soit de l'humour parce que c'est pas drôle, mais je pense qu'il y a moyen que ça soit de la provoque. Il y a moyen que, en fait, elle dise ça, elle ait publié cette vidéo pour susciter la discussion, pour qu'on lui crache dessus, pour qu'on dise « Oh, tu racontes n'importe quoi, en fait, machin truc », pour parler de la vraie chasse aux sorcières. Il y a moyen, dans ce cas-là, toute cette vidéo, tout l'épisode que vous êtes en train de regarder n'a servi à rien.
dans ce cas-là. Mais c'est tout à fait possible. Parce que je refuse de croire que quelqu'un qui produit des vidéos depuis plus de 5 ans, quelqu'un qui a autant de passifs sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, machin truc, quelqu'un qui a autant d'abonnés, qui a autant d'influence, je refuse de croire que cette personne a fait des recherches et qu'elle en est venue à ces conclusions-là. C'est impossible. Elle n'a pas ouvert un seul livre, elle n'a pas lu un seul article. Je crois qu'elle a lu, justement, je vous ai parlé de ça il y a quelques minutes. Franchement, je passe d'un sujet à l'autre, hein. C'est un désastre. Il y a des livres qui ont été publiés par des militants pour expliquer la chasse aux sorcières. En fait, elles font une relecture complète des épisodes des chasses aux sorcières, des épisodes de chasse aux hérétiques au Moyen-Âge, l'Inquisition, machin truc, les femmes, le Malleus Maleficarum, Ils font une relecture totale et ils en arrivent à raconter n'importe quoi. Non, enlevez-vous cette idée de la tête, elle est fausse. Les historiens ont essayé de le prouver, mais n'y sont pas arrivés parce que ça ne concorde pas avec les sources qu'on a. Non, ceux qui étaient accusés de sorcellerie, c'était pas parce qu'ils étaient trop libres ou machin truc. Non, faut vraiment arrêter les conneries. Ensuite, il y a un extrait que je voulais vous montrer, mais je pense qu'on va passer très très rapidement dessus. La liste des siècles dans lesquels j'aurais aimé vivre. Pour le bien de la vidéo, on va mettre de côté le fait que je suis une femme et que je n'aurais certainement eu aucun droit jusqu'en 1944. Voilà, je pense que c'est soit de l'humour, dans ce cas-là c'est raté parce que c'est pas drôle du tout en fait, ou alors c'est de la provoque. Il y a moyen, parce que c'est une vidéo qui a un ton très léger, il y a un ton un petit peu humoristique, elle a l'habitude de réaliser des vidéos humoristiques, du coup il y a moyen que ça soit juste une exagération, sauf que tu parles d'histoire, t'as 220 000 abonnés, c'est pas possible que tu te sois pas dit qu'il y a un moment où les gens vont prendre ce que tu dis au sérieux. Ce n'est pas possible, surtout quand on est féministe comme elle, de dire les femmes n'avaient aucun droit avant 1944. Surtout qu'elle va nous parler de l'Empire romain, elle va nous parler de plein de trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, voilà. Tu ne peux pas affirmer que les femmes, genre de façon sérieuse, en me regardant dans les yeux comme tu es en train de le faire, tu ne peux pas dire avant 1944 les femmes n'avaient pas de droit. En fait, pour exister, ça c'est ça qui me fume avec certaines personnes qui colportent ces idéologies, c'est qu'en fait, en essayant de défendre la place de la femme, vous devenez encore plus misogyne. Les femmes, on leur interdisait la lecture au Moyen-Âge. En fait, les femmes auraient accepté de se faire dicter genre, les moindres trucs de leur vie comme ça, genre en mode non, faut pas que t'apprennes à lire, en mode comme si les femmes étaient soumises, stupides, serviles. Vous devenez encore plus misogyne, bordel de merde. Non, et vous niez complètement le travail de toutes les femmes, que ce soit les bonnes sœurs, les mystiques, des femmes qui ont commencé à faire un truc qu'on considérera plus tard comme de la philosophie, des femmes qui ont produit des écrits théologiques, des écrits religieux, même dans plein de thèmes. Bah en fait, ces femmes-là, tu es en train en disant ça, je parle pas à elles, hein, c'est un truc général, tu es en train de nier complètement la place qu'elles ont eue en disant non, les femmes, on leur interdisait à lire, c'était interdit, si les femmes apprenaient à lire, on les accusait de sorcellerie, machin truc. Et là, quand tu es en train de nous dire les femmes avant 1944, elles n'avaient aucun droit, en fait, depuis les débuts de l'humanité jusqu'en 1944, les femmes ont accepté, selon elles ont accepté d'être complètement opprimées, de n'avoir aucun droit et n'ont pas existé. Et ça, c'est une version très 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 moderne de la place des femmes dans l'histoire, parce qu'elle est en train de nous expliquer que pour exister, pour avoir des droits, en fait, si on peut pas voter, en fait, on n'existe pas. Voilà, c'est une façon extrêmement moderne de voir les choses. Bien évidemment que ce sont des conneries. Du coup, en gros, il n'y a aucun problème au fait d'être féministe, aucun problème, sauf que si ton idéologie féministe, ça te mène à mentir, c'est là où moi j'ai un problème perso. Franchement, il faut laisser le Moyen-Âge tranquille, hein. Si tu veux parler de la place des femmes et dénoncer les discriminations que les femmes subissaient, parle du 19e siècle. Il y a tellement de trucs à dire. Parce qu'au 19e siècle, le 19e siècle, c'est un monde qui est très très rationaliste. C'est un monde où chaque chose doit être bien ordonnée, bien à sa place. Du coup, les femmes, c'est à la maison, c'est à la cuisine, et les hommes, c'est au travail. Et la femme, elle doit garder la maison pour que ça soit un havre de paix pour son mari. Voilà, l'image de la tradwife, c'est au 19e siècle, ce n'est pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les femmes travaillaient. Les nobles, bah, tu me diras, les femmes nobles ne travaillaient pas, bah, les hommes non plus, hein. Le principe de la classe noble, c'est de pas travailler, de récolter l'impôt et d'être prêt pour faire la guerre. C'était ça l'occupation des nobles. Bien évidemment, il y avait des nobles qui faisaient des trucs, qui faisaient de la politique, de la diplomatie, ils s'occupaient, ils trouvaient des façons de s'occuper, d'être productifs à leur manière, autant les hommes que les femmes. Au 19e siècle, c'est l'inverse total. Au 19e siècle, là, c'est bon, l'homme, c'est là, la femme, c'est là, la femme ne travaille pas, la femme, il ne faut pas la voir. D'ailleurs, c'est assez marrant quand tu vois les robes du 19e siècle. En fait, elles couvrent beaucoup plus que les robes qui sont attestées grâce à l'iconographie,
que portaient les femmes au Moyen-Âge. C'est un truc qui est assez dingue. Donc je sais pas, si vraiment t'as envie de parler des discriminations des femmes, des trucs féministes et tout, parle du 19e siècle. Laisse le Moyen-Âge tranquille. Oui, il y a des trucs à dire par rapport au Moyen-Âge, je suis d'accord. Sauf que là, ce qu'elle dit est complètement faux. Ça démontre, en fait, son idéologie. Ça démontre que pour défendre une vision du monde, une vision de la société occidentale au XXIe siècle, elle est prête à mentir, à vous raconter n'importe quoi, à ne pas vérifier ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, sa fameuse vidéo, la famosa sur la sorcellerie, c'est très facilement réfutable, il suffit de lire, c'est tout. Moi aussi, je défends ma vision des choses. Par exemple, moi je suis très transparent sur le fait que je déteste la Révolution française, je déteste les philosophes des Lumières, parce que je vous rappelle que les philosophes des Lumières, c'est eux qui ont causé la Révolution, qu'on soit clair. Sans les philosophes des Lumières, il n'y a pas de Révolution française. S'il y a un historien qui serait prêt à me démonter, franchement, allez-y, parce que c'est un consensus. La Révolution française a été établie en partie en réponse à plein de mutations politiques, sociales, économiques, mais surtout, c'était pour établir les idées des Lumières. Donc je n'aime pas la Révolution française, vu toutes les horreurs que ça a causées, la Vendée, la chouannerie, les insurrections fédéralistes, les manifestants qu'on a fusillés sans aucune vergogne partout en France quand les gens ont commencé à se rendre compte de l'arnaque, et surtout, les philosophes des Lumières et la Révolution, et aussi, en fait, toute l'histoire de la République entre 1789 et 1918, pour être généreux, bah, ça a donné lieu à un discours qui a mené à cette histoire de mission civilisatrice de la France qui a permis de justifier la colonisation. Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'en France, on a eu cette idée de mission civilisatrice, c'est pas simplement les Occidentaux qui sont devenus méga racistes ou je sais pas quoi et qui se sont mis à conquérir des territoires qui ne leur appartenaient pas. Non, ça vient de là. Ça vient de cette idée que ce qui qualifie l'homme occidental, c'est la raison, et du coup, il faut éduquer les autres. C'est passé par la colonisation, certes, mais c'est d'abord passé par les Français eux-mêmes. C'est-à-dire que ceux qu'on a voulu éduquer, bah, c'était les gens des colonies, oui, et aussi les Français, voilà. Et le fait d'éduquer les gens aux bonnes idées, ah bah ça a donné la Vendée, ça a donné la chouannerie, encore une fois les insurrections fédéralistes, les trucs atroces, la terreur, tous les trucs atroces. En fait, ça a la même racine. Les trucs atroces qu'on a eu pendant la Révolution, les trucs qui se sont passés pendant la colonisation, tout ça, et aussi les guerres napoléoniennes. On les oublie trop souvent, hein. Les guerres napoléoniennes, elles étaient causées par la Révolution française, parce que ça a coalisé toute l'Europe contre la France, justement, parce qu'on avait peur que les idées révolutionnaires se propagent dans le reste de l'Europe. Et les guerres napoléoniennes, enfin franchement, moi, Napoléon, c'est quelqu'un qui me fascine. J'adore étudier cette partie de l'histoire, mais ce n'est pas du tout quelqu'un que j'admire. Voilà, c'est pas quelqu'un que j'admire. Je ne peux pas admirer les personnages de la Révolution. Voilà, je suis très transparent là-dessus. J'ai mes biais. Il faut garder ça en tête. C'est pour ça que je dis, je vous cache pas que je suis pas fan de la Révolution et des philosophes des Lumières. Faut garder ça en tête. Je l'assume, sauf que, jusqu'à preuve du contraire, je pense que je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais dit de trucs qui ne soient pas sourcés, qui ne soient pas documentés, qui ne soient pas vérifiés par des travaux d'historiens. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais vas-y, franchement, fais autant de vidéos que tu veux pour défendre la place de la femme dans l'histoire. Je t'y encourage, mais par pitié, arrête de prendre ton audience pour des débiles. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'elle en a eu assez, en tout cas, dans le podcast, parce que sur TikTok, je compte encore débunker ce qu'elle raconte, parce que je pense que c'est un cas d'école. En fait, c'est un cas d'école et au-delà. C'est-à-dire que cette personne derrière ce compte, non seulement elle raconte n'importe quoi, elle ne source pas ce qu'elle dit, elle ne respecte pas du tout son audience, parce que si elle respectait un minimum son audience, je pense qu'elle ferait un travail de vérification, elle ferait un travail pour rassembler des sources, pour expliquer d'où viennent ses propos ridicules, sauf qu'elle ne le fait pas. Mais ce n'est, selon moi, pas le pire. Il y a plein de comptes qui racontent n'importe quoi, sauf qu'elle, non seulement elle raconte n'importe quoi, elle déforme des faits historiques, elle ment. Encore une fois, on n'est pas obligé d'en être conscient pour mentir. Moi, j'ai sûrement, à un moment, peut-être sur TikTok, j'ai menti sans le faire exprès. Elle ment, elle déforme complètement la réalité des choses. Surtout, elle le fait sur des choses qui sont très, très facilement vérifiables. Si vous voulez savoir comment trouver des sources, envoyez-moi un message, envoyez-moi un mail. Mon adresse mail est trouvable facilement sur mes réseaux. Si vous voulez, je peux vous donner quelques conseils, hein, que ce soit elle ou d'autres personnes. L'information est accessible, elle est vérifiable. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on a Internet et qu'on veut, surtout quand on se donne la mission d'instruire les gens, je trouve que c'est ridicule, que c'est un énorme manque de respect, que le fait de raconter n'importe quoi, de ne pas sourcer ce qu'on dit.
et surtout de le faire à des fins politiques parce que je considère que c'est de la manipulation. Et c'est pour ça que je considère que le compte History is for the cool kids est le pire compte que j'ai trouvé sur TikTok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres idées de sujets ou alors des comptes que vous voulez que je débunk, la zone commentaire est à vous, mais je préfère que vous m'envoyiez un message. Vous pouvez m'envoyer un mail ou alors envoyez-moi un message sur TikTok tout simplement, ou alors sur les autres réseaux. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Débunkage, l'émission qui déglingue ta vision de l'histoire. Salut!